Je vous retrouve toujours avec plaisir pour vous présenter ce magazine L'Entretien. Comment sont pris en charge les problèmes de santé dans les entreprises en Afrique et puis comment la sécurité des travailleurs est assurée dans ces entreprises. Eh bien, cette émission va essayer de lever un peu le voile sur ces questions à la lumière des textes de loi et règlements qui existent dans certains pays africains depuis plus de 15 ans. Alors notre invité, je vous le présente tout de suite, il s'appelle Henri-Joël Tagoum Fobenlo, il est docteur en droit, spécialiste en droit social. Bienvenue, je suis heureux de vous accueillir encore sur ce plateau pour parler des problèmes de santé, de travail et de législation. Merci M. Khan, c'est toujours un plaisir vraiment de participer à cette émission pour essayer d'éclairer les téléspectateurs sur des questions souvent très importantes, mais que souvent les gens ignorent. Alors, votre dernier livre a pour titre Sécurité, santé et sécurité au travail en Afrique, aspects juridiques et pratiques. Alors, quand on lit ce livre, on se rend compte que ces problèmes de santé et de sécurité sont absolument importants. Et pas seulement aussi bien pour les travailleurs, aussi bien pour les entrepreneurs et même pour la société. Effectivement, ce qu'il faut dire d'ailleurs, c'est que les questions de santé et de sécurité au travail sont aujourd'hui au cœur de la vie professionnelle. Ce sont des questions qui, par le passé, n'intéressaient personne. On cherchait tout simplement à travailler. Mais les données ont changé aujourd'hui. Les données ont changé parce qu'on ne cherche pas seulement à travailler. Quand on part travailler, c'est pour gagner sa vie. On ne part pas travailler pour perdre sa vie. C'est pour ça, quand vous regardez la quasi-totalité des pays africains, pour ne pas dire tous les pays africains, ont adopté un corps de règles pour réglementer les questions de santé et de sécurité sur les lieux de travail. Donc cet ouvrage, en fait, le but de cet ouvrage, c'est vraiment mieux sensibiliser un peu les entreprises, mieux sensibiliser tout le monde pour que ces questions puissent être mieux prises en compte au sein des entreprises sur le continent. C'est œuvrer pour qu'il y ait une véritable culture de santé et de sécurité sur les lieux de travail en Afrique. Peut-être aussi apporter une meilleure compréhension des problèmes de sécurité et de santé dans les lieux de travail en Afrique. C'est ça. Parce qu'on ne les appréhende pas de manière claire souvent. Oui. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'obligation de veiller sur la santé et la sécurité du travailleur incombe à l'employeur. Dès lors qu'un employeur s'engage de faire bosser une personne, même pour un quart de temps, il a comme encadrant la responsabilité de faire appliquer et de respecter les règles de santé et de sécurité au travail. Quand on part travailler, on doit pouvoir revenir sain et sauf chez soi. Oui. Donc, on ne doit pas être exposé à un certain nombre de risques. Oui. Et ça, l'employeur doit veiller à cela. C'est vrai, je le dis souvent, il n'y a pas que l'employeur qui a une part de responsabilité. Le salarié également a sa part de responsabilité. Le salarié, en fonction de sa formation, en fonction de ses connaissances, doit également prendre en charge sa propre sécurité et celle des autres, ceux qui travaillent avec lui. Mais le premier responsable, c'est l'employeur. Voilà. On va voir au cours de l'émission comment tout cela va se faire pour éviter les risques et les accidents sur le lieu de travail. Vous indiquez d'ailleurs dès le début à la page 6 que dans la relation de travail, le salarié, à la différence de l'employeur, ne risque pas son patrimoine, il risque sa peau. Il risque d'être blessé, il risque même de mourir, n'est-ce pas? D'où la nécessité d'assurer sa sécurité. La sécurité au travail vise un objectif, c'est-à-dire la maîtrise et la réduction des risques professionnels. Effectivement, un risque c'est quoi? Généralement, je dis le risque c'est le résultat de l'exposition à un danger. Quand vous êtes exposé à un danger, vous courez un risque. Vous pouvez sortir de là avec un accident ou une maladie professionnelle. Et ça, il faut tout faire pour éviter à ce que le salarié ne soit pas victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Ça, c'est très important et ça, c'est la responsabilité première de l'employeur, même si le salarié également doit également jouer sa partition. Ça, c'est très important. Donc, ce qu'il faut faire, il faut évaluer tous les risques auxquels sont exposés les salariés dans l'entreprise. Ça veut dire, on identifie sur chaque situation de travail, on va voir
est-ce que le salarié est exposé? S'il travaille en hauteur, on a par exemple un risque de chute. C'est ce qu'on voit plus souvent dans les chantiers, les gens qui tombent. Effectivement, voilà. Dans les BTP un peu, les chutes en hauteur, vraiment, c'est le hit parade en fait en matière d'accident de travail. Donc il faut vérifier si à quel risque est exposé le salarié et s'assurer par exemple que lorsque le salarié travaille en hauteur, à partir de 2 mètres par exemple, il doit avoir les harnais de protection, il doit avoir des filets de retenue pour que s'il chute, il puisse être, le risque soit moindre. Et une fois de plus, j'aime souvent dire, dans ce domaine, le risque zéro n'existe pas. Oui. Mais l'objectif de la prévention, c'est quoi? L'objectif de la prévention, ce n'est pas empêcher complètement qu'il n'y ait pas, que l'accident ne se réalise pas. C'est pour que si l'accident devrait se réaliser, que ça soit le moins grave possible. Oui, et que si c'est même possible que ça se réalise, que ce soit le moins vraisemblable possible. C'est pour ça. Il faut identifier tous les risques auxquels sont exposés les salariés. Et quand les risques sont identifiés, on met en face des mesures de prévention. Si on ne peut pas supprimer le risque, parce que l'objectif c'est d'abord supprimer le risque. Mais si on ne peut pas le supprimer, parce qu'il y aura toujours un risque résiduel. Quelqu'un qui travaille par exemple dans un environnement qui est très bouillant, où il y a trop de bruit, on sait que un salarié qui travaille 8 heures par jour, en termes de nombre de décibels, c'est environ 85 décibels. S'il est dans cet environnement-là, si ça dépasse plus de 85 décibels, ce risque-là, on ne peut pas le supprimer parce qu'il faut après bosser. Il faut créer la richesse. Ce qu'il faut faire, il faut mettre en face des mesures de prévention. Par exemple, les équipements de protection individuelle, les casques anti-bruit, les casques enveloppants, pour réduire, par exemple, le risque. Ça, c'est très important. Et ça, c'est le rôle un peu de l'employeur. Très bien, il n'y a pas de risque zéro, mais prenez l'exemple des courses en Formule 1 en moto. Les risques sont vraiment pratiquement supprimés. On voit des accidents violents, spectaculaires, mais en fin de compte, tout a été prévu pour que ceux qui les pilotent s'en sortent le plus souvent pratiquement indemnes. Donc, en fait, on peut prévenir les risques, les amoindrir. Effectivement, c'est même l'objectif de la prévention. C'est cela. Alors, on parle aussi de nouveaux risques, des risques émergents, comme le stress, le burn-out, des risques émergents. Oui, parce que il y a les risques classiques que tout le monde connaît, mais de plus en plus aujourd'hui, on assiste à des nouveaux risques qui sont dits des risques émergents. Le stress au travail, souvent dû à l'intensité du travail, ce qui a des conséquences sur la santé du travailleur, beaucoup de pression, et ça aboutit souvent au burn-out. Parce que quand le salarié n'en peut plus, ça devient autre chose. Il y a souvent le management également qui peut avoir également des conséquences. Vous avez un supérieur hiérarchique qui a un management très autoritaire, qui vous met la pression. Vous avez ce qu'on appelle également le harcèlement au travail et qui emprunte 2 formes. Et sur ce point, peut-être, il faut mettre un point sur le curseur. On parle le plus souvent du harcèlement sexuel au travail. Il ne s'agit pas de ça. Non, il s'agit également de ça. Mais le problème, c'est quoi? Quand on parle de harcèlement au travail, il y a 2 formes. Il y a le harcèlement moral et il y a le harcèlement sexuel. Mais quand vous prenez la législation dans la plupart de nos pays se sont intéressés beaucoup plus au harcèlement sexuel. Or, il n'y a pas que le harcèlement sexuel, il y a le harcèlement moral. Et même quand ils s'intéressent au harcèlement sexuel, quand vous regardez la législation, je prends par exemple le cas du code, et déjà, souvent, ce ne sont pas les codes du travail qui ont réglementé la question. C'est la nouvelle génération de codes du travail qui est en train de réglementer la question. Et quand vous prenez par exemple le cas du Sénégal, vous allez voir que l'article 319 bis du code du travail, du code pénal, quand il définit le harcèlement sexuel, il prend en compte qu'un aspect, ce qu'on appelle le harcèlement sexuel descendant. Or, le harcèlement sexuel n'est pas seulement descendant, il peut être également ascendant, il peut être également horizontal. Ça, c'est entre collègues, du supérieur au subordonné, du subordonné même au supérieur. Et ça arrive aujourd'hui. Donc, il y a le harcèlement sexuel vertical inverse. Donc, de plus en plus, ces aspects n'ont pas été pris en compte. Heureusement qu'il y a eu la convention de l'OIT, la convention numéro 190, qui prône l'interdiction des violences et du harcèlement au travail. Et autre chose, tant qu'on ne définit pas cette question, on aura toujours des difficultés. Parce que quand vous prenez par exemple, une fois avant de parler peut-être du harcèlement moral, quand vous prenez la question du harcèlement sexuel, cette question également, faute d'avoir été bien réglementée par le Code du travail, pose problème. Quand est-ce qu'on peut parler du harcèlement? Parce que souvent,
il ne faut pas confondre ce qu'on appelle une tentative de séduction, par exemple, et le harcèlement. Autrement dit, par exemple, si vous recevez, par exemple, une boîte de chocolat, une carte avec des mots d'amour... Ce n'est pas seulement essayer de séduire. Ça, c'est une tentative de séduction. Oui. Donc, c'est pour ça, cette question, il faut réglementer pour savoir quand est-ce qu'on est dans le cas d'une drague lourde ou dans le cas d'un harcèlement sexuel. Parce que c'est vrai... Quand on prend le texte, on réglemente. Ça devient un harcèlement quand c'est appuyé, quand c'est trop lourd, c'est ça peut-être? Oui, en fait, quand ça devient... Quand on parle de harcèlement sexuel, c'est qu'il y a des comportements ou des connotations ou des attitudes à connotation sexuelle répétées. Il faut que ça soit répété. Des phrases aussi. Ou des phrases également, des gestes également, ou une pression qui vise à aboutir à des relations sexuelles. Oui. Ça, on peut arriver au harcèlement sexuel, surtout lorsque la victime n'est pas consentante. Là, c'est important. Oui. Mais il y a également le harcèlement moral. Oui. Ça, le harcèlement moral, c'est toute attitude qui a pour objet une dégradation des conditions de travail, l'atteinte à la dignité du salarié, ayant pour objet c'est plus dommageable, on dirait. C'est plus dommageable également. Psychologiquement, ça abrutit même souvent le salarié. Oui. Et souvent, le salarié, à un moment, il est même placardisé, il est mis dans un coin. Ça, ce sont des questions aujourd'hui qu'on rencontre de plus en plus. Oui. Heureusement, la convention numéro 190, une fois de l'OIT, qui a été adoptée lors de la réunion du centenaire en 2019, a essayé de fixer un cadre. Mais il faudra maintenant que les États puissent ratifier cette convention-là pour que vraiment on puisse vraiment tenir compte de cette question-là. Alors, nous allons avancer un peu et nous allons essayer de faire la différence, faire le lien entre la santé et la sécurité. Ce qui renvoie à plusieurs interprétations. Ces mots se recoupent. Oui. En fait, quand vous prenez le dictionnaire Larousse, par exemple, le dictionnaire Larousse semble définir la santé comme une absence de maladie. Oui. Ce qui n'est pas le cas en réalité. La meilleure définition, c'est celle qui a été donnée, qui est donnée dans le préambule de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui date de 1946, qui définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc la santé ne se résume pas seulement, quand on dit qu'on est en bonne santé, ça ne se résume pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité, comme souvent les gens le pensent. Non, quand on parle de santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs, quand vous allez voir dans certaines entreprises aujourd'hui, on ne parle même plus, ou même ailleurs dans certains pays, on ne parle plus simplement de santé au travail. Le concept de santé a évolué. On parle de santé, de bien-être au travail aujourd'hui de plus en plus. Je sais, il y a beaucoup, même sur le continent africain, quand on regarde en Côte d'Ivoire, il y a des cabinets d'ailleurs qui travaillent de plus en plus sur ces questions de bien-être au travail, parce que il suffit pas seulement d'être en bonne santé, cette dimension bien-être, c'est tellement évolué en parlant de qualité de vie au travail, le bonheur au travail. Les anglo-saxons ont même créé un poste aujourd'hui, ce qu'on appelle le Chief of Happiness, le chef du bonheur. Parce que quand on vient dans l'entreprise, c'est pour être aussi heureux. Quand on est heureux, on est motivé, on travaille mieux. Dans la joie. Si ce n'est pas ça, le salarié est là, il ne va pas être productif. Il est présent, mais son esprit ailleurs. C'est ce qu'on appelle le présentéisme. Il est là, mais il ne produit rien. Tout simplement parce que, vraiment, il n'est pas motivé. Les conditions ne sont pas mises par l'employeur dans l'entreprise. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'évolution. Vous écrivez, la santé au travail s'articule autour de 3 objectifs distincts. Premièrement, préservation et promotion de la santé du travailleur et de sa capacité de travail. Amélioration du milieu de travail. Et puis, élaboration d'une organisation et d'une culture du travail qui développe la santé et la sécurité au travail. Le salarié doit être mis dans les meilleures conditions possibles. Effectivement. Mental, physique, environnemental même. Santé et sécurité, c'est un couple indissociable. Quand le salarié vient travailler, il doit être mis dans les bonnes conditions. Et l'enjeu est même considérable. Tout simplement parce que quand le salarié est dans de bonnes conditions, il est plus productif. Or, s'il n'est pas dans de bonnes conditions,
le risque, comme on a dit, le risque d'accident de travail est là, le risque de maladie est là, il n'est pas productif, risque d'accident, le salarié, il aura des absences et tout, ça impacte sur les résultats de l'entreprise. Et ça, et l'image même de l'entreprise, l'image de marque de l'entreprise. Donc, et une fois de plus, comme je le dis, les questions de santé, ce n'est pas un plus, ça fait partie du job. Ça, le salarié doit se dire, les dispositions pour préserver ma santé et ma sécurité, ce n'est pas un plus, je dois faire un effort, je dois vraiment prendre cela à bras le corps. Ce n'est pas un effort supplémentaire à faire. Ça, c'est important pour sa santé. Oui. Et une fois de plus, et ce que je dis souvent aussi, en matière de santé et de sécurité, il faut souvent faire attention. Dans ce domaine, on ne fait pas du prêt-à-porter. Ce n'est pas parce qu'ailleurs on fait cela que dans son entreprise, on va faire la même chose. En matière de santé et de sécurité au travail, on doit faire du sur-mesure. Du sur-mesure, c'est quoi? C'est que dans chaque entreprise, il faut évaluer chaque année les risques auxquels sont exposés les salariés. Et quand vous avez évalué les risques, vous devez les classer, vous devez mettre en place des moyens de prévention en fonction des risques liés à l'entreprise. Parce que ce qui se fait ailleurs, ce n'est pas nécessairement adapté à votre entreprise. Et vous écrivez, en fait, dans le livre, que c'est ça, la sécurité. Oui. Et la sécurité, ce n'est pas seulement ne pas être exposé à des risques. Oui. Hein? Il y a des mesures beaucoup plus énergiques, des mesures beaucoup plus probantes qu'il faut prendre. Oui. Ce n'est pas seulement ne pas être exposé. Oui. Déjà, quand on dit sécurité de manière générale, déjà, c'est une notion qui est aussi vieille que le monde, hein, quand on parle de sécurité au travail, parce que nos parents déjà avaient l'habitude de vraiment le réflexe de se protéger du feu. Ça veut dire les questions de sécurité, les gens avaient déjà cela à l'esprit. Maintenant, dans le contexte d'aujourd'hui, avec l'évolution également, quand on parle de sécurité, c'est déjà éviter que le salarié ne soit exposé à un danger. Mais ce qu'il faut évoluer, il faut aller un cap supérieur. Donc, il faut s'assurer, veiller à ce que le salarié, dans la tête, qu'il n'y ait pas de problème. Ah oui. Que le salarié soit motivé, que le salarié ait un esprit vraiment apaisé, serein, oui, pour travailler, pour être vraiment rentable. Oui. Ce qui n'est pas toujours évident. Oui. Alors, vous écrivez aussi l'hygiène. Ouais. L'hygiène dans le lieu du travail, ouais, concourt aussi à la sécurité. Oui, c'est l'ensemble des mesures. Oui. L'hygiène, en réalité, de façon déficiente, très simple, c'est l'ensemble des mesures qui sont mises en place au niveau de l'entreprise pour préserver la santé des travailleurs. Oui. Les mesures d'hygiène, c'est quoi? C'est lorsqu'il faut nettoyer les locaux, oui, de travail. Il faut les nettoyer tous les jours. Parce quand l'hygiène manque, évidemment, la santé est affectée. C'est ça. Hein? Les toilettes, etc., les vestiaires, lorsqu'il faut les prévoir, les fontaines à eau dans l'entreprise, c'est un certain nombre d'obligations. Les questions d'hygiène, l'aération des locaux, il faut savoir comment aérer, il faut que l'air puisse être renouvelé constamment. Ça c'est important. Ça sont des questions d'hygiène sur le lieu de travail. Il faut travailler dans un environnement sain. Oui. Comme je le dis souvent, on respire l'air pur chez soi. Quand on vient travailler, on aspire aussi à respirer de l'air pur. Oui. Alors, si on parle de la prévention, oui, prenons l'exemple de la pandémie de la Covid-19. Oui. Alors, est-ce que dans ce cas-là, la meilleure manière d'empêcher la propagation du virus, c'est évidemment la prévention telle qu'on la connaît? Oui. Faut-il l'imposer dans les entreprises? Absolument. Oui, mais une fois de plus, je reviens toujours à l'évaluation. Pour prévenir, oui, il faut évaluer. Oui. Mais parce que la Covid, aujourd'hui, le problème de la Covid, c'est qu'il y a une difficulté. Elle n'est pas véritablement maîtrisée, complètement maîtrisée. Mais aujourd'hui, que ce soit l'OMS, que ce soit les autorités nationales dans tous nos États, dans tous nos pays, ont vraiment défini un certain nombre de mesures qu'il faut respecter. Par exemple, les gestes barrières. Oui. Mais quand on fait l'évaluation, par exemple, des risques pour prévenir la Covid, par exemple, si vous êtes dans une entreprise où vous travaillez dans un immeuble à plusieurs niveaux, où il y a un ascenseur, par exemple, pour la prévention, par exemple, le bouton de l'ascenseur, plusieurs personnes touchent. Par exemple, quand on évalue, on va se dire, ça, comme plusieurs personnes touchent le bouton de l'ascenseur, peut-être la fréquence de nettoyage doit changer. Il faut nettoyer plus fréquemment que d'habitude. On peut décider également, pour éviter que les gens se rencontrent
Parce que quand on se croit dans un ascenseur, si l'ascenseur n'est pas très grand, par exemple, la distance, la distance en termes de barrière, la distance d'1 mètre, 1,50 m ne sera pas respectée, on peut décider que pour aller à l'étage, on prend l'ascenseur, mais pour descendre, on prend l'escalier. Ça évite les croisements, ça évite les contacts. Réduire la promiscuité. Effectivement, réduire les réunions en présentiel. Tant qu'on peut les limiter, il faut le faire. Ça également, ça sont des mesures qu'il faut mettre en œuvre. Donc, tout cela, on ne peut le faire que si au préalable, on a évalué les risques. Et une fois de plus, je dis souvent, dans l'entreprise, il faut désigner un référent Covid. Quelqu'un qui est chargé, un point focal lorsqu'il y a un problème, ou que les salariés puissent contacter ce référent Covid-là. Ça, c'est très important. Alors, restons toujours dans la lutte contre la Covid-19. Alors, la vaccination a ses adversaires, ses détracteurs même. Alors, comment faire? Est-ce que cette vaccination peut être imposée aux travailleurs par l'employeur? Je comprends. Au regard de la loi. Oui. Moi, je parle au regard de la loi. Et je comprends un peu tout ce qu'il y a autour de la vaccination. Aujourd'hui, la vaccination semble être, à l'état de l'évolution de la science aujourd'hui, semble être le seul moyen pour prévenir cette maladie-là. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la vaccination est un acte médical. Parce que c'est une seringue qui perce la peau. En tant qu'acte médical, il faut un consentement. Parce que ça s'inscrit dans le cadre d'une relation entre le patient, qui est le salarié, et le médecin. Donc, il faut son consentement. Parce que quand vous percez la peau, c'est une atteinte à l'intégrité. Et si vous devez porter atteinte à l'intégrité d'une personne, il faut nécessairement son consentement. Vous ne pouvez pas, sans son consentement, cela. C'est pour ça, un employeur aujourd'hui, en l'état de la réglementation dans la plupart de nos pays, ne peut pas imposer la vaccination. Parce qu'il faut qu'au niveau national, une loi rende obligatoire la vaccination. Tant que la loi n'a pas rendu obligatoire la vaccination, aucun employeur ne peut l'imposer. C'est vrai aujourd'hui, quand on observe, et on a vu des menaces de sanctions aux réfractaires à la vaccination, peut-être même des récompenses aussi. Oui, déjà, prenons les sanctions négatives avant de prendre les sanctions positives comme les récompenses. Quand on prend les sanctions, a priori non, on ne doit pas sanctionner un salarié qui refuse de se faire vacciner, parce que c'est son droit. Ça, c'est son droit. La loi ne demande pas, n'impose pas la vaccination. Mais maintenant, l'employeur, pour prévenir, parce que c'est normal aujourd'hui, c'est une question véritablement anxiogène, l'employeur ne peut qu'encourager les salariés à se faire vacciner. Maintenant, ce que je dis souvent, c'est que quand vous prenez le cas d'un salarié, dont le contrat de travail a prévu, par exemple, qu'il doit effectuer de nombreuses missions à l'étranger, il doit constamment voyager. Et ces missions, son contrat de travail, dont en grande partie sont ces missions à l'étranger de déplacement. Et ces missions doivent s'effectuer dans un pays où la vaccination est obligatoire. Maintenant, s'il ne se fait pas vacciner, l'employeur ne doit pas le sanctionner parce qu'il ne s'est pas fait vacciner. L'employeur va plutôt dire qu'il est dans une situation où il ne peut plus exécuter son contrat de travail. Parce que l'exécution de son contrat de travail veut qu'il se déplace. Mais il ne peut pas se déplacer. Ça, ce n'est pas la faute à l'employeur. Parce que c'est ce qu'il a signé, c'est l'engagement qu'il a pris. Ça, c'est côté sanction. Donc, une fois de plus, l'employeur a plutôt intérêt à encourager. Encourager, pourquoi? Parce que c'est d'abord pour son intérêt. Pourquoi? Parce que si demain, il y a des problèmes, si par exemple, demain, il y a des effets secondaires, ça, l'employeur, le salarié peut dire, mais si ce n'était pas, vous ne m'avez pas obligé à me faire vacciner, je n'aurais pas vivre cette situation. Donc le salarié peut être tenté d'engager la responsabilité du salarié et de l'employeur. Donc, une fois de plus, l'employeur n'a pas besoin vraiment d'obliger, il ne peut qu'encourager tant que la réglementation ne l'impose pas. Et mieux également, ces questions-là sont couvertes par le secret médical. Le salarié n'a même pas l'obligation de dire à son salarié qu'il est vacciné. Parce que c'est couvert par le sceau du secret médical. Ça, ou même quand un salarié, même quand la vaccination est organisée dans le cadre de l'entreprise, ça,
c'est de manière confidentielle. On dit on va se faire vacciner, mais on ne met pas des gens dans une cour et on vient, on les vaccine. Non, ce n'est pas. Et maintenant, concernant la récompense, vous l'avez dit, de plus en plus, pour contourner cette difficulté, de plus en plus, certaines entreprises prévoient une prime pour les salariés qui se font vacciner. J'ai dit également, là, on ne fait que reculer l'obstacle, on ne le franchit pas. C'est une fuite en avant. Parce que la prime doit avoir un caractère objectif. Or, lorsqu'un salarié se vaccine, on lui verse une prime, ça pose problème. Parce que ça crée une discrimination entre deux salariés. Le principe, le sacro-saint principe, à travail égal, salaire égal, est violé en fait. Oui, mais... Parce que deux salariés font le même travail. L'autre a une prime parce qu'il est vacciné, l'autre n'a pas parce qu'il n'est pas vacciné. Mais là, c'est un acte qui est récompensé. Oui, non, mais il ne faut pas appeler ça prime. Il ne faut pas dire on vous donne une prime. Nous faisons le même travail. Nous devons être mis sur le même pied d'égalité en réalité. D'accord. Ça, c'est important. On doit être mis sur le même pied d'égalité. Oui. Alors, donc, oui, évidemment, le salarié est responsable de son intégrité physique. Oui. Il peut refuser de se faire vacciner. Oui. Mais en même temps, cette loi, vous voyez, c'est un peu une passoire, mais l'employeur peut obliger le respect des mesures barrières. Les masques et le reste, ça, il peut le faire. Oui, il peut le faire. Puisque déjà, quand on prend la législation dans la plupart de nos États, la réglementation impose le port du masque dans les endroits publics et tout. On nous impose le port du masque. Donc l'employeur doit veiller à respecter cette réglementation. L'employé qui refuse ça, il peut se faire sanctionner à ses dépens. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Alors... oui, donc quand l'employé refuse de se faire vacciner, que peut faire l'employeur? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Aujourd'hui, en l'état actuel de la réglementation, l'employeur ne peut rien du tout. Oui. Et tout simplement. Alors, un salarié qui est contaminé sur son lieu de travail. Oui. Hein, alors, comment se fait la prise en charge? Lorsque le salarié est contaminé sur le lieu de travail, déjà même que ce n'est pas évident de dire que c'est sur le lieu de travail qu'il a été contaminé, parce qu'on peut attraper la Covid un peu partout. Mais il faut apporter la preuve que c'est sur le lieu de travail. Dans tous les cas, si la preuve est apportée. Si c'est sur le lieu de travail, la seule chose qu'on peut faire, déjà, il faut que s'il y a des protocoles sanitaires, c'est pour ça que j'ai parlé de la prévention, le référent Covid. Si dans l'entreprise, il y a des protocoles sanitaires, on saura ce que faire. Déjà, il faut peut-être prendre le salarié et l'orienter vers un centre de soins pour sa prise en charge. C'est parce qu'il y a un protocole sanitaire. Il faut également organiser la communication là-dessus pour éviter de créer la panique ou la psychose au sein de l'entreprise. Il faut communiquer là-dessus. C'est pour ça qu'il faut mettre en place, il faut qu'il y ait un protocole de prise en charge, un protocole sanitaire pour la prise en charge en cas de contamination. Alors, oui. Maintenant, peut-être je vois un peu la question venir. Oui. La question... Est-ce que ça peut être pris comme une maladie professionnelle? Oui, maladie professionnelle. Oui. En l'état actuel de la réglementation, non. Tout simplement, et je définis ce qu'on entend par maladie professionnelle, parce que c'est l'erreur qu'on commet très souvent. Une maladie professionnelle n'est pas une maladie simplement une maladie qui est contractée sur le lieu de travail. Non. Une maladie professionnelle, c'est une maladie qui est contractée à l'occasion du travail et qui figure sur le tableau des maladies professionnelles. Il y a un tableau des maladies professionnelles, un tableau à 3 colonnes. Oui. Et si, aujourd'hui, en l'état actuel de la réglementation, dans la plupart de nos pays africains, pour ne pas dire presque la quasi-totalité, la Covid ne figure pas sur le tableau des maladies professionnelles, dans la plupart de nos pays. Et ça peut s'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, la Covid n'est pas encore véritablement maîtrisée. Parce que quand vous prenez le tableau des maladies professionnelles, on va vous indiquer, dans la première colonne du tableau, on vous indique le nom de la maladie. Dans la deuxième colonne, c'est la période d'incubation administrative, un peu le délai entre le travail et la contamination. Et dans la troisième colonne, on indique les tâches ou les travaux qui peuvent entraîner cette maladie, les situations de travail qui peuvent aboutir à cette maladie. Mais la Covid, aujourd'hui, c'est difficile de dire, oui, c'est en faisant ça qu'on peut avoir la maladie. Ce n'est pas évident. Et mieux, j'avoue que, objectivement, avec du recul, si la Covid était considérée comme maladie professionnelle, je crois nos caisses de sécurité sociale allaient fermer. Bien sûr. Oui. Ça,
ce n'est pas exagéré, mais je ne suis pas sûr que nos caisses de sécurité puissent s'en sortir. Oui. Prenons même dans les pays développés, prenons la France aujourd'hui. La Covid n'a été reconnue maladie professionnelle que pour le personnel soignant, à ma connaissance aujourd'hui. Mais on a inscrit sur le tableau des maladies professionnelles, ben pour le personnel soignant pour l'instant. Donc aujourd'hui, en l'état actuel de nos réglementations, la Covid n'est pas une maladie professionnelle. Même si c'est contracté sur le lieu de travail, ce n'est pas considéré comme une maladie professionnelle. Donc elle sera prise en charge, ou le salarié qui contracte cette maladie sera pris en charge comme dans le cas des maladies non professionnelles. Oui. Alors maintenant, Henri Joël Tagum-Fobendo, quand un accident survient sur un lieu de travail, qui a la responsabilité? L'employeur, à première vue, c'est ce qu'on pense, mais est-ce vraiment juste? Que dit la loi sur ça? Oui. Il y a ce qu'on appelle dans le jargon la présomption d'imputabilité. Lorsqu'un accident se produit sur le lieu de travail, d'office, l'employeur est responsable. En tant qu'encadrant, d'office, il est responsable. C'est la présomption d'imputabilité. D'office, il est responsable. Ça, parce qu'un accident de travail, c'est un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Donc, quand ça survient, il est responsable. C'est pour ça que je disais tantôt que lorsque vous prenez l'engagement... Même s'il n'est pas impliqué. Même s'il n'est pas impliqué. Même s'il n'est pas impliqué. On me dira, oui, bon, vous prenez par exemple un salarié. Je prends un exemple simple. Vous lui avez acheté des équipements de protection individuelle. Vous lui avez acheté des gants. Vous avez acheté des bottes de sécurité. Il ne les a pas utilisés. Une brique est tombée et a écrasé ses orteils. C'est un accident de travail. En tant qu'employeur, le premier réflexe, c'est de dire, mais j'ai acheté les équipements de protection. Je lui ai acheté des bottes de sécurité. Il n'a pas porté les bottes de sécurité. Donc, il doit être responsable. Mais ce n'est pas ce que le juge va vous dire. Le juge va dire non. Oui. En tant qu'employeur, vous avez l'obligation de vous faire obéir de gré ou de force. Vous avez acheté les équipements de protection individuelle. Il n'a pas porté ces équipements de protection individuelle. Qu'est-ce que vous avez fait de vos responsabilités de chef, votre rôle de chef? Vous avez le pouvoir disciplinaire. Vous n'avez rien fait. Il fallait le sanctionner. On me dira aussi, oui, mais si c'est une grande entreprise, l'employeur n'a pas la possibilité d'être partout à la fois. Mais c'est vrai, l'employeur ne peut pas être partout à la fois. Mais l'employeur, à un moment, il peut déléguer ses pouvoirs. Il peut passer le volant à droite, donc désigner quelqu'un pour pouvoir assumer ces responsabilités-là, pour veiller aux règles de sécurité sur certains ateliers, un peu isolés ou certains points de travail. Il doit désigner quelqu'un pour veiller à cela. Donc ça, c'est très, très important. Oui, parce que là, quand même, j'allais demander comment une entreprise qui a des milliers de travailleurs, comment veiller, garantir la sécurité de quelqu'un. Il faut déléguer ses pouvoirs. Ce ne serait pas chose facile. Il faut déléguer ses pouvoirs. Il n'y a que ça. Parce que dès que l'accident se produit, d'office, l'employeur est responsable. Oui. Maintenant, il est responsable. La prise en charge, c'est la caisse de sécurité sociale. Les caisses de sécurité sociale, quand l'accident survient. Mais il peut arriver qu'on reproche à l'employeur une faute inexcusable. Oui. La faute inexcusable, c'est quoi? C'est généralement lorsque l'employeur, il est conscient du danger auquel est exposé le salarié et il ne fait rien pour empêcher que le risque ne se réalise. Il est conscient de ça. Vous voyez un salarié travaillant en hauteur, il n'a pas des équipements de protection individuelle, il n'a pas d'année de protection, il n'y a pas de filet de retenue, il chute en hauteur, il a une IPP, une incapacité permanente partielle. Par exemple, il est atteint à vie, il est diminué à vie, c'est ça l'IPP. Oui. Il devient peut-être soit grabataire ou diminué, on calcule le taux d'IPP, ça peut être 30-40%. Il est diminué à vie. Il ne peut plus recouvrer tous ces facteurs. Ce qui va se passer, c'est que la caisse va prendre en charge un certain nombre de réparations. Par exemple, le temps où le salarié sera immobilisé, quand il n'ira pas travailler, la caisse va payer une indemnité journalière d'accident de travail, un peu pour remplacer le salaire. Oui. L'IPP, il y aura une rente qui sera versée au salarié. Mais le problème, c'est quoi? Comme il y a une faute inexcusable de la part de l'employeur, le salarié a la possibilité de saisir les tribunaux pour demander la réparation d'un certain nombre de préjudices. Donc, en plus du forfait que la caisse paye,
Oui. Vous pouvez demander une réparation complémentaire. Par exemple, vous allez demander à réparer ce qu'on appelle le pretium doloris, le prix de la douleur. L'ensemble des douleurs, des souffrances endurées à la suite de l'accident. Il y a le préjudice esthétique que vous pouvez demander à faire réparer. Par exemple, l'ensemble des disgrâces statiques ou dynamiques qui subsistent après l'accident. Vous avez été complètement défiguré après l'accident. Ça, j'aime souvent dire, vous avez été complètement défiguré après l'accident. Si vous êtes célibataire, ça devient compliqué. Surtout si vous êtes vraiment, même pas seulement célibataire, même souvent si vous êtes marié, je dis souvent, à la mairie, souvent quand le maire dit pour le meilleur, pour le pire, certains n'entendent que le meilleur. Et quand vous êtes complètement défiguré, vous devenez grabataire après l'accident. Souvent, vraiment, l'un des conjoints prend ses bagages en catimini et vous laisse dans votre sort. Ça, ces aspects-là, il faut tenir compte. Le pression affectionniste, et de plus en plus même, il y a un autre préjudice qu'on appelle le préjudice d'anxiété. Lorsque quelqu'un, par exemple, cède, il ne fait pas encore la maladie, mais il a un motif raisonnable de penser qu'il fera la maladie. Oui. Vous travaillez dans un bureau avec quelqu'un qui vient de décéder de Covid, il n'y avait pas de mesures barrières, il n'y avait rien du tout. Vous êtes anxieux pendant tout un temps. Oui. Ça, il y a ce qu'on appelle le préjudice d'anxiété, le préjudice d'angoisse, le préjudice d'inquiétude. Parce que vous rentrez, vous dormez, vous ne dormez plus, vous vous dites, ah, et seul... Le prochain, ce n'est pas moi, parce qu'on était dans le même bureau. Il n'y avait pas de mesures barrières, rien n'avait été fait et tout. Oui, mais si on s'arrête un peu sur la responsabilité de l'employeur en cas d'accident, c'est terrible cette sévérité vis-à-vis de l'employeur. Oui, c'est incroyable. Oui, en fait, comme c'est lui qui emploie. Oui. En réalité, c'est ça un peu le droit du travail. Le droit du travail essaie d'équilibrer une relation inégalitaire. On se dit tout simplement que l'employeur, c'est le boss, il est le supérieur, il y a quelqu'un qui est sous lien de subordination, on essaye de le protéger. En fait, c'est ça. Donc, quand vous regardez, la plupart des règles en droit du travail visent à protéger le salarié qui est souvent dans une situation de faiblesse. Au détriment de... Oui. Bon, du puissant, du boss, de l'employeur. Oui. Mais aujourd'hui, moi, je pense que les questions de santé et de sécurité sont là également dans l'intérêt quand on regarde les enjeux. C'est dans l'intérêt aussi de l'employeur. Ce n'est pas seulement à son détriment, c'est dans son intérêt même beaucoup plus. Parce que, prenons un salarié que vous avez recruté, vous avez investi sur lui, c'est quelqu'un, il a un profil qu'on ne trouve pas sur le marché, sur l'étagère, vous l'avez formé. Et il vient, quelque temps, il est victime d'un accident. Vous voyez ce que ça va coûter pour l'entreprise. Au-delà de tout, en fait, la productivité de l'entreprise en prendra un coup. Donc ça, c'est important. C'est important. Alors, et on voit aussi que sur les accidents qui surviennent sur le lieu de travail sont examinés aussi bien sur les aspects physiques que psychiques. Oui. On prend vraiment l'ensemble des dégâts. C'est ça. Parce que pendant longtemps, quand on parlait d'accident, parce que quand on parle d'accident, et c'est ça même la distinction, quand on parlait d'accident, l'accident de travail, il y avait généralement trois choses. C'est que l'accident doit doit avoir une origine professionnelle. L'accident doit être brusque, soudain. Et c'est ça qui différencie d'ailleurs l'accident de la maladie. Parce que l'accident a un caractère brusque, un caractère soudain. Imprévu. Alors que la maladie a un caractère évolutif. Il y a la phase d'incubation, c'est-à-dire la période silencieuse de la maladie. Je prends un exemple. Quand vous êtes piqué quand vous faites le palu, ça veut dire que vous avez été piqué par l'anophèle il y a peut-être environ 8 jours. Donc il y a une phase silencieuse, alors que l'accident est brusque. Il y a également une lésion. Pour qu'on parle d'accident, il faut une lésion. Pendant longtemps, la lésion était physique, une blessure. Mais la lésion n'est plus physique seulement. Elle peut être psychique, mentalement. C'est pour ça qu'on a parlé du stress avec les conséquences. Vous êtes traumatisé, par exemple. L'accident crée un traumatisme. Vous voyez les gens souvent aller se suicider. Souvent. Ça, cet aspect psychique-là, on prend en compte. Et ça nous permet de revenir encore à la définition que l'OMS donne de la santé. Un état complet de bien-être physique, mental et social. Ça, c'est vraiment important. Alors, si on reste, Henri Joël, sur les accidents, l'accident qui intervient sur le lieu du travail, alors, sur le trajet aussi, quand on va au travail ou quand on sort du travail ou qu'on rentre chez soi,
il y a des accidents, la route parfois même mortelle. Alors ces accidents-là, comment on les prend en considération? Déjà, il faut dire que c'est un accident de travail. Oui. L'accident de trajet est assimilé à l'accident de travail. Accident de trajet. Mais le législateur ou la jurisprudence est intervenu pour mieux cadrer ce qu'on entend par accident de travail, pour éviter des abus. Pour une raison bien simple, c'est que l'accident de trajet est un accident mi-privé, mi-professionnel. Il survient à un moment où le salarié n'est plus sous l'autorité de l'employeur. Oui. Il a fini de travailler, il est en train de rentrer chez lui. Oui. C'est pour ça qu'on essaie de réglementer pour dire, quand est-ce qu'on peut parler de l'accident de trajet? Oui. Déjà, il faut regarder le trajet sur lequel se déroule l'accident. C'est le trajet aller-retour entre le lieu de travail et le domicile, la résidence du salarié. Ça veut dire quoi? Lorsque le salarié sort du bureau, lorsqu'il est encore dans les parkings, dans les vestiaires, s'il a un accident, ce n'est pas un accident de trajet, c'est un accident du travail. Mais lorsqu'il sort du parking, dès qu'il se met en route pour rentrer chez lui, s'il a un accident, c'est un accident de trajet. Donc le point de départ, c'est lorsqu'il sort de la sphère d'autorité de l'employeur. Et le point d'arrivée, c'est lorsque il entre dans sa résidence. Et même là, il faut faire une nuance. Lorsqu'il habite dans une villa, ou lorsqu'il habite dans un appartement. Lorsque vous habitez dans une villa, c'est lorsque vous franchissez le seuil, le portail de votre villa. Mais lorsque vous habitez dans un appartement, c'est lorsque vous franchissez le seuil de votre portail. Que vous êtes arrivé. Donc, ça veut dire, si vous avez un accident dans les parties communes de l'appartement, c'est toujours un accident de trajet. Et attention aussi, quand on parle d'accident de trajet, le trajet il ne doit pas avoir de détour. Oui, alors, je dis quand la personne va au travail, s'arrête un moment ou bien fait un détour, est-ce que le trajet en ce moment-là a été transformé, je veux dire? Les seuls détours qui sont admis, ce sont les détours admis pour les besoins essentiels de la vie courante, suivant la jurisprudence. Lorsque, par exemple, vous faites un détour pour prendre un enfant à l'école, lorsque vous faites un détour pour poster une lettre, ces détours-là, on les admet, les besoins essentiels de la vie courante. Mais, attention, il faut apporter une clarification ici. Je suis en train de rentrer chez moi, je fais un détour pour aller à la banque pour retirer de l'argent. Ce détour est admis. Mais attention, si j'ai l'accident, je suis victime d'un accident dans la banque, dès que le trajet est interrompu, la protection s'arrête. Le trajet recommence quand vous reprenez votre trajet. Donc la protection recommence quand vous reprenez le trajet. Par exemple, si je suis victime de l'accident à la banque, ce n'est plus un accident de trajet. D'accord. Parce que le trajet est interrompu. Mais quand je sors de la banque, je reprends mon trajet pour aller chez moi, le trajet, la protection reprend. Donc il faut faire attention avec les détours et les interruptions. Alors, est-ce que les accidents de travail, et les accidents de trajet sont pris dans la même considération? Exactement, parfaitement. Accident de trajet, accident de travail, c'est la même protection, c'est la même garantie. Et autre chose également, l'accident de trajet doit se produire dans un temps raisonnable entre la fin ou le début du travail. J'ai fini le travail à 15h, je suis victime d'un accident à 19h, il y a un problème. Ça ne marche pas, sauf si vous pouvez évoquer des cas de force majeure. J'étais en train de rentrer chez moi, il y a une grève qui a bloqué la circulation, où il y a des problèmes. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Ça, c'est important. Mais les deux, vraiment, bénéficient du même régime de protection. Mais on est plus rigoureux, plus regardant sur l'accident de trajet pour éviter des abus. Le temps qu'on met, là où on s'est arrêté, parce que là, vous l'écrivez clairement à la page 211. Je vois que vous l'écrivez clairement à cette page-là, est considéré comme accident de trajet l'accident survenu pendant le trajet aller et retour entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou de tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Vous dites le trajet commence dès que le salarié quitte la sphère où est fixée sa vie privée, c'est-à-dire son domicile, sa résidence secondaire, et s'arrête
dès qu'il rentre dans la sphère d'autorité de l'employeur. Oui. C'est bien défini, c'est clair. Oui, oui. Voilà. Alors, quand on parle de maladies professionnelles et de maladies à caractère professionnel, Oui. alors, quelle est la différence? C'est quand même jouer sur les mots, on pourrait tout dire. Pas du tout. En fait, la nuance est là. Et plusieurs pays ne font pas cette nuance. La réglementation de tous les pays ne font pas cette nuance. Mais certains pays ont fait cette nuance-là. Une maladie professionnelle, c'est une maladie qui a été contractée à l'occasion du travail et qui figure sur le tableau des maladies professionnelles. Donc, lorsque vous avez cette maladie, si c'est contracté à l'occasion du travail, c'est une maladie professionnelle d'office. La présomption est là. Mais il y a des maladies que vous avez contractées à l'occasion du travail, mais qui ne figurent pas sur le tableau des maladies professionnelles. Ah oui. Donc, vous pouvez les faire reconnaître comme maladies professionnelles. Parce que tant qu'il y a un élément qui manque, tant que ça ne figure pas sur le tableau, ça devient compliqué. Donc, vous pouvez faire reconnaître ces maladies comme maladies professionnelles. C'est pour ça qu'on parle de maladies à caractère professionnel. Mais ce ne sont pas toutes les réglementations, tous les pays qui ont réglementé cette question-là. Mais c'est normal. Et c'est parce que ça évolue. Là, vous prenez le tableau même des maladies professionnelles. Il y a une défaillance quand même de la loi. Quand on contracte une maladie sur le lieu de travail et qui n'est pas sur la liste des maladies professionnelles, bon Dieu, ça ne peut être qu'une maladie oui, je comprends. À caractère, mais enfin professionnel. Mais maintenant, il y a une procédure pour que ça devienne une maladie professionnelle. C'est pour ça qu'on parle de maladie à caractère professionnel. Parce que le tableau de maladies professionnelles est actualisé au fur et à mesure. Mais quand vous regardez les tableaux de maladies professionnelles dans la plupart de nos pays africains, l'actualisation ne suit pas toujours. Au Sénégal, je crois qu'on est à 67 ou sur le tableau 67 ou 66. Hein. Et quand vous reprenez certains pays, l'Algérie, je crois, à 97, ça varie en France, c'est plus d'une centaine. Donc, ça évolue en fonction de l'évolution technologique, en fonction de l'apparition de certaines maladies. Par exemple, la Covid, comme je vous ai dit, la France, par exemple, pour les soignants, on a ajouté ça au tableau des maladies professionnelles. Donc, c'est un peu ça. Il faut faire évoluer ce tableau pour éviter aussi des abus. Pour éviter des abus. Alors, si on prend l'exemple d'un travailleur qui estime qu'il risque, en allant à son lieu de travail, de contracter la Covid, et s'il décide de ne pas s'y rendre pour se protéger, il se met en faute par rapport à son employeur? Oui, en fait, ce que vous dites, c'est un peu le droit de retrait. Le droit de retrait, c'est quoi? C'est une disposition qui est prévue par la plupart des législations africaines et qui permet aux salariés qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa santé et pour sa vie, de se retirer de cette situation de travail. Il peut le faire? Il peut le faire sans courir des risques. Mais maintenant, il ne suffit pas. Quand on dit un danger grave et imminent, c'est que le risque est là, ça peut se réaliser. Mais la question de la Covid, c'est assez compliqué une fois de plus, parce qu'on ne sait pas où on peut l'attraper. Si l'employeur a pris toutes les précautions, respecte les mesures barrières, les mesures édictées par les autorités nationales, édictées par l'OMS, tout cela, l'employeur respecte cela dans l'entreprise, un salarié ne peut pas rester chez lui et dire qu'il exerce son droit de retrait. Non. Mais maintenant, dans les entreprises, il y a des personnes vulnérables, des personnes qui ont souffrent de certaines maladies, qui vraiment n'est pas toujours compatible avec cette pandémie que nous connaissons. Ceux-là, l'employeur doit prendre d'ailleurs le devant avec l'aide du médecin du travail dans l'entreprise, parce que le médecin du travail, c'est lui qui est approprié pour gérer ces questions, prendre les dispositions pour peut-être mettre ce genre de salarié en position de télétravail. Mais sinon, le droit de retrait, il faut faire attention, il ne faut pas en abuser quand on doit exercer le droit de retrait. Par exemple, j'ai vu certains en disant, pour aller travailler, moi, je n'ai pas de véhicule, je dois prendre les transports en commun, donc moi, je ne peux pas venir parce que je peux me faire contaminer dans le transport en commun. Mais le transport en commun, l'emploi n'a rien à voir dans le transport en commun, ce n'est pas de sa faute. Donc, vous ne pouvez pas exercer vos droits de retrait dans les transports en commun. Le droit de retrait s'exerce sur le lieu de travail. Il faut voir si sur le lieu de travail, l'employeur a mis en place les dispositions, a pris des mesures. Si l'employeur a pris des mesures, vous n'allez pas demander à l'employeur d'aller contrôler ce qui se fait dans les bus et tout, dans les cars rapides, etc. Voilà. Alors, sur le lieu de travail, pour d'autres activités professionnelles,
on peut, par exemple, physique, je ne parle pas de contracter la Covid, on peut quand même faire ce droit de retrait. Oui, là, vous pouvez le faire. Sans risque... Non, sans risque de sanction. Oui. Et ça, vous pouvez exercer vos droits de retrait sans être sanctionné toutes les fois. Mais maintenant, quand vous décidez d'exercer vos droits de retrait... Monter, par exemple, escalader sans qu'il y ait des... Oui, on peut dire je non, prends c'est un dangereux. exemple. Vous travaillez dans un bureau, il y a le plafond qui menace de s'effondrer. Ça, c'est un danger grave et imminent. Vous n'allez pas rester là parce que vous dites, ah, vraiment, ici je quitte, je règle le problème à mon employeur. On ne vit qu'une fois, on ne vit pas deux fois. Ça, vous faites ce qu'on appelle le droit d'alerte. Vous informez votre employeur que la dalle menace de s'effondrer. Il faut qu'il vous change de bureau. S'il ne le fait pas, vous exercez vos droits de retrait. Et en même temps, vous notifiez cela à l'inspecteur du travail. Vous arrêtez de travailler. Et on ne peut pas vous sanctionner. Maintenant, quand vous arrêtez de travailler, ça ne veut pas dire allez vous coucher chez vous et dormir. Vous venez, vous pointez le matin, vous restez dans un coin. Tant que la situation, des mesures ne sont pas prises pour faire cesser la situation, vous n'allez pas regagner le même bureau. D'accord. Parce que votre vie en dépend. Oui. Alors, il y a une question que je vous demande, parce que je ne sais plus si ça existe encore, puisqu'on parle de santé au travail. Ces visites médicales qu'on imposait aux travailleurs avant de les engager. Ça se fait toujours? Ça se fait toujours, effectivement. Mais vraiment. Et il y a plusieurs types de visites médicales. Il y a ce qu'on appelle les visites médicales d'aptitude. Par exemple, avant d'être recruté, l'employeur va faire, le salarié doit subir une visite d'embauche. Cette visite d'embauche est importante parce qu'elle permet de vérifier, de s'assurer que le salarié n'a pas une pathologie, peut-être... qui peut être contagieuse, avoir des conséquences pour les autres salariés, s'assurer également que l'employeur est apte, plan santé et tout, pour le poste qu'on lui propose. Ça, c'est la visite d'embauche. Maintenant, quand le salarié est embauché, il y a ce qu'on appelle les visites périodiques, les visites annuelles. Chaque année, il doit subir une visite périodique. Certains salariés, même, c'est plus fréquent, pour vérifier si le salarié a maintenu son aptitude à l'emploi. Ça, c'est important. Ces visites restent et ces visites continuent d'exister. Ma question était, ça se fait vraiment? Ça se fait. C'est vrai, toutes les entreprises ne le font pas, mais la réglementation a prévu. Et je vais aller même plus loin, peut-être vous surprendre. Dans certaines réglementations même, on a prévu une visite de sortie. Dans certaines réglementations, quand je prends un pays comme le Burkina, ça veut dire quoi? Au moment de cesser vos activités, on vous soumet à une visite pour voir jusqu'à quel point le travail vous a bousillé. Et ça permet de vraiment vous soigner, vous mettre à un certain nombre de soins avant que vous ne quittiez l'entreprise. Il y a une visite de sortie dans certaines réglementations. Donc certains pays sont même allés un peu plus loin. Oui. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, ce qu'on peut retenir en lisant votre livre, Santé et sécurité au travail en Afrique, c'est quand même de dire que ces deux termes-là, garantis par les lois, les règlements, ne sont pas observés, reconnus par les États africains. La majorité. Non, pas vraiment. Les États jouent leur partition. Quand vous regardez la plupart de nos États africains, effectivement, le dispositif existe. C'est peut-être l'application qui peut varier d'une entreprise à une autre, mais le dispositif existe en termes de réglementation. J'ai travaillé sur les 54 pays africains. Même le Soudan, qui est le dernier né des pays africains, a pris une réglementation sur les questions de santé et sécurité au travail. Et le Sénégal, par exemple, il y a une quinzaine de décrets sur ces questions-là. Il y a une réglementation qui existe. Il faut beaucoup plus sensibiliser pour que ça rentre dans nos mœurs, pour que nous ayons à l'esprit ou que sur les lieux de travail qu'il y ait une véritable culture de santé et de sécurité au travail. Pour que les gens ne pensent pas que c'est un plus, que c'est du job en trop. Non. Ça, parce que quand vous regardez une fois de plus, ailleurs sous d'autres cieux maintenant, on a franchi un palier, on parle de qualité de vie au travail. On se limite plus seulement de santé et sécurité au travail, on parle de bien-être, de qualité de vie au travail. Ça, c'est important. Nous devons évoluer. On va dire qu'il n'y a pas de moyens, mais la santé, la sécurité, ces concepts-là, cela n'a pas de prix. L'employeur, c'est dans l'intérêt de l'employeur, c'est dans l'intérêt des salariés également. Et ça, nous tous, nous devons œuvrer. Aussi bien l'employeur, tous les acteurs, et il n'y a même pas seulement... Vous dites aussi l'intérêt de la société. C'est dans l'intérêt de la société. Et
une fois, le droit à la santé, c'est un droit de l'homme d'ailleurs. Oui. Et donc ça, Oui. il y a plusieurs acteurs. L'État également doit jouer sa partition. Oui. Et c'est pour ça l'État, à travers la réglementation, le ministère du Travail, le ministère de la Santé, à travers la réglementation, fait veiller à cela. Oui. Dans la plupart de nos pays, maintenant, on a des comités de santé et de sécurité au travail qui sont obligatoires. Dès lors qu'on a un certain nombre de salariés dans l'entreprise, il y a ces comités-là. Et ça, c'est vraiment pour que ces questions soient prises en compte. Oui. Et de plus en plus, même les bailleurs de fonds, quand ces bailleurs arrivent dans les entreprises pour octroyer des prêts, sont regardants sur ces questions-là. Et puis vraiment, moi, je leur conseille de lire ce livre pour connaître tout ce dont on a parlé. On a résumé sur les grandes lignes, mais de manière le mieux possible qu'on pouvait le faire. Et surtout, vous avez un argument massue que j'ai vu dans la conclusion. Vous dites la santé dans l'entreprise, c'est la santé de l'entreprise. Oui. N'est-ce pas? Oui, effectivement. C'est l'entreprise qui gagne C'est si l'entreprise. les travailleurs sont en bonne santé. Effectivement. N'est-ce pas? Oui, Voilà. effectivement. Je vous remercie jusqu'à votre prochain livre, Oui. parce que ça fait, je pense que 3 fois qu'on se rencontre sur ce plateau pour parler de vos livres qui sont consacrés donc au droit social, à la santé, aux problèmes de sécurité. Merci encore une fois d'être venu nous parler de ce livre. Je rappelle le titre, La santé et la sécurité au travail en Afrique. Je vous retrouve quant à vous pour une autre émission, L'Entretien, dans 15 jours. Au revoir et merci. Dans le souci d'être plus proche de son public, la 2STV veut davantage marquer sa présence partout où se trouve ce merveilleux public. Et cette fois-ci, les